À travers chants d'Hector Berlioz. Sur l'état actuel de l'art du chant dans les théâtres lyriques de France et d'Italie, et sur les causes qui l'ont amené, les grandes salles, les claqueurs, les instruments à percussion. Suite. Maintenant examinons un autre côté de la question, celui qui se rattache à l'art du chant et à l'art du compositeur. Nous trouverons bien vite la preuve de ce que j'ai avancé en commençant, à savoir que si l'art du chant est devenu ce qu'il est aujourd'hui, l'art du cri, la trop grande dimension des théâtres en est la cause, nous trouverons aussi que de là sont sortis d'autres excès qui déshonorent la musique aujourd'hui. Le théâtre de la Scala, à Milan, est immense, celui de la Canobiana est très vaste aussi, le théâtre de Saint-Charles, à Naples, et beaucoup d'autres que je pourrais citer, ont également d'énormes dimensions. Or, d'où est partie l'école de chant que l'on blâme si ouvertement et à si juste titre aujourd'hui? Des grands centres musicaux de l'Italie. Le public italien étant en outre dans l'usage de parler pendant les représentations aussi haut que l'on parle chez nous à la Bourse, les chanteurs ont été amenés peu à peu, ainsi que les compositeurs, à chercher tous les moyens de concentrer sur eux l'attention de ce public qui prétend aimer sa musique. On a visé dès lors à la sonorité avant tout. Pour l'obtenir, on a supprimé l'emploi des nuances, celui de la voix mixte, de la voix de tête, et des notes inférieures de l'échelle de chaque voix, on n'a plus admis pour les ténors que les sons audits de poitrine, les basses, ne chantant plus que sur les degrés élevés de leur échelle, se sont transformées en barytons. Les voix d'hommes, ne gagnant pas en réalité dans le haut tout ce qu'elles perdaient dans le bas, se sont privées d'un tiers de leur étendue. Les compositeurs, en écrivant pour ces chanteurs, ont dû se renfermer dans une octave, et se bornant à l'emploi de 8 notes tout au plus, ne produire que des mélodies d'une monotonie et d'un vulgarisme désespérant. Les voix de femmes les plus aiguës, les plus lancinantes, ont obtenu sur toutes les autres une préférence marquée. Ces ténors, ces barytons, ces sopranis, lancés à toute volée, à son perdu, ont seuls été applaudis, les compositeurs les ont secondés de leur mieux en écrivant dans le sens de leurs prétentions stentoréennes, les duos à l'unisson, les trios, les quatuors, les chœurs à l'unisson se sont produits. Ce mode de composition étant d'ailleurs plus facile et plus expéditif pour les maestries et plus commode pour les exécutants, a prévalu. Et la grosse caisse aidant, on a vu s'établir dans une grande partie de l'Europe le système de musique dramatique dont nous jouissons. Je fais cette restriction, parce qu'il n'existe réellement pas en Allemagne. Là, pas de sale gouffre. Celle du Grand Opéra de Berlin elle-même n'est point de dimension disproportionnée. Les Allemands chantent mal, dit-on, cela peut paraître vrai en général. Je ne veux pas aborder ici la question de savoir si leur langue n'en est pas la cause, et si Madame Sontag, si Piszczek, si Titschacek, si Mademoiselle Lindt, presque allemande, et plusieurs autres, ne constituent pas néanmoins de magnifiques exceptions. Mais en somme l'immense majorité des vocalistes allemands chantent et ne hurlent pas, l'école du cri n'est pas la leur, ils font de la musique. D'où cela vient-il ? De ce qu'ils ont un sentiment musical plus fin que beaucoup de leurs émules des autres nations sans doute, mais aussi de ce que les théâtres lyriques allemands étant tous de médiocre dimension, le fluide musical en atteint exactement tous les points. De ce que le public s'y montrant toujours silencieux et attentif, les efforts disgracieux des voix et de l'instrumentation y deviennent inutiles, et y paraîtraient plus odieux encore que chez nous. Voilà donc, direz-vous, le procès fait au grand théâtre, on ne pourra plus faire de recettes de 11 000 francs, ni réunir 1800 personnes à l'Opéra de Paris, à Covent Garden de Londres, à la Scala, à Saint-Charles, ni ailleurs, sous peine d'encourir la critique des musiciens. Nous n'hésitons point à répondre par l'affirmative. Vous avez lâché le grand mot, la recette. Vous êtes des spéculateurs, nous sommes des artistes, et nous ne parlons pas de l'art de battre monnaie, qui est le seul auquel vous vous intéressiez. L'art véritable a ses conditions de puissance et de beauté, la spéculation,
que je me garderai de confondre avec l'industrie, à les siennes de succès plus ou moins moral, et en dernière analyse, l'art et la spéculation s'exècrent mutuellement. Leur antagonisme est de tous les lieux et de toutes les époques, il sera éternel, il réside dans le cœur même des questions. Parlez à un directeur de spectacle, demandez-lui quelle est la meilleure salle d'opéra, il répondra, ou au moins il pensera s'il n'ose le dire, que c'est la salle où l'on peut faire les plus fortes recettes. Parlez à un musicien instruit ou à un savant architecte ami de la musique, ils vous diront ceci. Une salle d'opéra, si l'on veut que les qualités essentielles de l'art des sons puissent y être appréciables, doit être un instrument de musique. Or elle ne l'est point, si dans sa construction on n'a pas tenu compte de certaines lois physiques dont la nature est parfaitement connue. Toutes les autres considérations sont sans force et sans autorité contre celle-là. Tendez des cordes métalliques sur une caisse d'emballage, adaptez-y un clavier, vous n'aurez pas pour cela un piano. Tendez des cordes à boyaux et en soie sur un sabot, vous n'aurez pas pour cela un violon. L'habileté des pianistes et des violonistes sera impuissante à transformer en véritables instruments de musique ces machines ridicules, quand même la caisse serait en bois de rose, quand le sabot serait en bois de sandal. Vous aurez beau faire souffler les tempêtes dans un tuyau de poêle, le son peut-être très énergique qui en sortira ne fera pas qu'il soit un tuyau d'orgue, ni un trombone, ni un tuba, ni un cor. Toutes les raisons imaginables, raisons de perspective, raisons de splendeur, raisons d'argent, quand il s'agira de la construction d'une salle d'opéra, tomberont devant le fait des lois de l'acoustique et de celles de la transmission du fluide musical, car ces lois existent. C'est un fait, et l'entêtement d'un fait est proverbial. Voilà ce qu'ils diront ces artistes. Mais ils veulent faire de la musique, et vous voulez faire de l'argent. Quant à l'effet de l'orchestre dans les salles trop grandes, il est défectueux, incomplet et faux, en ce sens qu'il est autre que le compositeur ne l'a imaginé en écrivant sa partition, lors même que la partition a été écrite exprès pour la grande salle où elle est entendue. Comme la portée du fluide musical des divers projecteurs du son est inégale, il s'ensuit nécessairement que les instruments à longue portée seront dans maintes occasions d'une puissance en désaccord avec l'importance que le compositeur leur a accordée. Quand ceux à courte portée disparaîtront ou seront déchus de l'emploi qui leur fut assigné pour atteindre le but de la composition. Car pour que l'action musicale des voix et des instruments soit complète, il faut que tous les sons arrivent simultanément et avec la même vitalité de vibration à l'auditeur. Il faut, en un mot, que les sons écrits en partition, les musiciens me comprendront, parviennent à l'oreille en partition. Une autre conséquence de l'extrême grandeur de la salle dans les théâtres lyriques, conséquence que j'ai laissé entrevoir tout à l'heure en rappelant l'emploi que l'on fait aujourd'hui de la grosse caisse, a été en effet l'introduction de tous les violents auxiliaires de l'instrumentation dans les orchestres ordinaires. Et cet abus poussé maintenant à ses dernières limites, tout en ruinant la puissance de l'orchestre lui-même, n'a pas peu contribué à amener le système de chant dont on déplore l'existence, en excitant les chanteurs, à lutter de violence avec l'orchestre dans l'émission des sons. Voici comment le règne des instruments à percussion s'est établi. Les lecteurs amis de la musique me pardonneront-ils d'entrer dans d'aussi longs développements? Je l'espère. Quant aux autres, je crains peu de les ennuyer, ils ne me liront pas. Ce fut, ou je me trompe fort, dans l'Iphigénie en Aulide de Gluck que la grosse caisse se fit entendre pour la première fois à l'Opéra de Paris, mais seule, sans cymbales ni aucun autre instrument à percussion. Elle figure dans le dernier chœur des Grecs, chœur à l'unisson, notons ceci en passant, dont les premières paroles sont « Partons, volons à la victoire ». Ce chœur est en mouvement de marche et à reprise. Il servait au défilé de l'armée thessalienne. La grosse caisse y frappe le temps fort de chaque mesure, comme dans les marches vulgaires. Ce chœur ayant disparu lorsque le dénouement de l'opéra fut changé, la grosse caisse ne fut plus entendue jusqu'au commencement du siècle suivant. Gluck introduisit aussi les cymbales,
et l'on sait avec quel admirable effet, dans le cœur des sites d'Iphigénie en Tauride, les cymbales seules, sans la grosse caisse, que les routiniers de tous les pays en croient inséparables. Dans un ballet du même opéra il employa avec le plus rare bonheur le triangle seul. Et ce fut tout. En 1808, Spontini admit la grosse caisse et les cymbales dans la marche triomphale et dans l'air de danse des gladiateurs de la Vestale. Plus tard il s'en servit encore dans la marche du cortège de Telasco de Fernand Cortez. Il y avait jusque-là emploi, sinon très ingénieux, au moins convenable et fort réservé de ces instruments. Mais Rossini vint donner à l'opéra le siège de Corinthe. Il avait remarqué, non sans chagrin, la somnolence du public de notre grand théâtre pendant l'exécution des œuvres les plus belles, somnolence amenée bien plus encore par les causes physiques contraires à l'effet musical que je viens de signaler, que par le style des œuvres magistrales de cette époque. Et Rossini jura de n'en pas subir l'affront. « Je saurai bien vous empêcher de dormir, dit-il. » Et il mit la grosse caisse partout, et les cymbales et le triangle, et les trombones et l'ophicléide par paquet d'accords. Et frappant à tour de bras sur des rythmes précipités il fit jaillir de l'orchestre de tels éclairs de sonorité, sinon d'harmonie, de tels coups de foudre, que le public, se frottant les yeux, se plut à ce nouveau genre d'émotion plus vive, sinon plus musicale que celle qu'il avait ressentie jusqu'alors. Encouragé par le succès, il poussa plus loin encore cet abus en écrivant Moïse, où dans le fameux final du troisième acte, la grosse caisse, les cymbales et le triangle frappent dans les fortés les 4 temps de la mesure, et font en conséquence autant de notes que les voix, qui s'accommodent comme on peut le penser d'un pareil accompagnement. Néanmoins l'orchestre et le chœur de ce morceau sont construits de telle sorte, la sonorité des voix et des instruments ainsi disposés est si foudroyante, que la musique surnage au milieu de ce fracas, et que le fluide musical, projeté à flot cette fois sur tous les points de la salle, malgré ses vastes dimensions, saisit l'auditoire, le secoue, le fait vibrer, et que l'un des plus grands effets qu'on ait eu à signaler dans la salle de l'opéra depuis qu'elle existe est produit. Mais les instruments à percussion y contribuent-ils? Oui, si on les considère comme un excitant furieux pour les autres instruments et pour les voix, non, si l'on tient seulement compte de la part réelle qu'ils prennent à l'action musicale, car ils écrasent l'orchestre et les voix, et substituent un bruit violent jusqu'à la folie à une sonorité d'une belle énergie. Quoi qu'il en soit, à dater de l'arrivée de Rossini à l'opéra, la révolution instrumentale des orchestres de théâtre fut faite. On employa les grands bruits à tout propos et dans tous les ouvrages, quel que fût le style qu'imposait le sujet. Bientôt les timbales, la grosse caisse, et les cymbales et le triangle ne suffisant plus on leur adjoignit un tambour, puis 2 cornets vinrent en aide aux trompettes, aux trombones et à l'ophicléide. L'orgue s'installa dans les coulisses à côté des cloches, et l'on vit entrer sur la scène les bandes militaires, et enfin les grands instruments de saxe, qui sont aux autres voix de l'orchestre comme une pièce de canon est à un fusil. Enfin, Halévy dans sa magicienne ajouta à tous ces moyens violents de l'instrumentation, le tam-tam. Les nouveaux compositeurs, irrités de l'obstacle que leur opposait l'immensité de la salle, pensèrent qu'il fallait, sous peine de mort pour leurs œuvres, le renverser. Maintenant est-on resté généralement dans les conditions de l'art digne et élevé en employant ces moyens extrêmes pour tourner l'obstacle en croyant le détruire? Non, certes. Les exceptions sont rares. L'emploi judicieux des instruments les plus vulgaires, les plus grossiers même, peut être avoué par l'art, peut servir à accroître réellement sa richesse et sa puissance. Rien n'est à dédaigner dans les moyens qui nous sont acquis aujourd'hui, mais les horreurs instrumentales dont nous sommes témoins n'en deviennent que plus odieuses, et je crois avoir démontré qu'elles ont, pour leur part, beaucoup contribué à faire naître les excès vocaux qui ont motivé ces trop longues, et je le crains, trop inutiles réflexions. Ajoutez que ces mêmes excès, introduits graduellement par l'esprit d'imitation dans le théâtre de l'opéra comique, y sont, eu égard aux conditions particulières de ce théâtre, de son orchestre, de ses chanteurs,
du ton général de son répertoire, incomparablement plus révoltant. J'ai cru devoir aborder de front, pour la première fois, cette question d'où dépend évidemment la vie de la musique théâtrale. Ces vérités pourront déplaire à de grands artistes, à d'excellents et puissants esprits, mais je crois qu'en leur conscience ils reconnaîtront que ce sont des vérités. J'ai signalé, en commençant, des causes morales à l'immense désordre dont je viens d'étudier les causes physiques. L'influence des applaudissements et de ce que les artistes dramatiques surtout ont encore l'étonnante naïveté d'appeler le succès, doit y figurer en première ligne. L'importance ridicule accordée aux exécutants qui sont, ou que l'on croit indispensables, l'autorité qu'ils ont usurpée, ne sont pas à oublier non plus. Mais ce n'est point ici le lieu de nous livrer à l'examen de ces questions, il y aurait un livre à écrire là-dessus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.